disclaimer. On va parler de traumatisme, on va parler également d'abus sexuels, d'attouchement. Donc si jamais ce sont des sujets avec lesquels t'es pas à l'aise, qui te mettent dans des états émotionnels complexes, etc. Alors peut-être que ce podcast n'est pas pour toi et je t'invite du coup à écouter d'autres podcasts, la 50aine que j'ai pu faire avant ou ceux qui vont venir la semaine prochaine. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode qui va être un épisode un peu spécial, un petit peu plus intime que d'habitude. Alors si tu trouves que je suis déjà assez, si tu trouves que le podcast est déjà intime, on va aller à un niveau supérieur. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de trauma. Déjà, pour commencer, j'ai déjà enregistré ce podcast une fois. J'étais à mi-parcours et ensuite, mon logiciel Audition a décidé de juste effacer la bande. Alors, sachant que c'est quand même un sujet qui est particulier, que c'est assez intime, je t'explique pas le seum que j'avais en fait. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas plus mal. Ça m'a permis de manger un bout et de me rendre compte qu'il manquait du sucre dans mon sang. Et donc, ça allait être un épisode assez déprimant si je n'étais pas avec un minimum d'énergie. Et donc, ouais, voilà, j'ai mangé, c'est cool, mais ça a été quand même... Enfin, je suis pas hyper à l'aise de faire ce podcast. J'avais pas très envie de le faire. Non, l'idée, enfin, en fait, je le fais parce que je sais que c'est important, mais honnêtement, il y a un niveau, en fait, de challenge qui, parfois, je préfère ne pas... Je me dis, mais pourquoi tu te prends la tête, en fait? Pourquoi tu fais ça? Eh ben, je le fais parce qu'en fait, cette idée revient souvent, l'idée de parler de traumatisme, l'idée de parler d'attouchement sexuel et de l'importance et du poids que ça peut avoir dans sa vie, surtout en tant que femme, mais également en tant qu'homme, en fait, en tant qu'individu, surtout quand on est enfant. Et je le fais parce que j'ai pas envie de vivre ma vie dans la peur, j'ai vraiment envie d'incarner presque le mantra, tu sais, feel fear but do it anyway. Donc, aie peur mais fais-le quand même. Parce que je me dis que demain, je serai pas là, je vais mourir. Et enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être en mode oh là là, j'aurais dû si j'avais pas eu peur, etc. I'm like, franchement, waste of time. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je le fais également parce que j'ai vu à quel point, en fait, quand d'autres personnes ont osé raconter leurs histoires traumatiques, etc., ça avait un impact sur moi et ça mettait en lumière, en fait, des zones de moi que je ne pensais pas exister. Ça m'a également permis de me rendre compte que j'étais pas seule. Et en fait, il y a une sorte de guérison collective qui peut se passer quand on ose verbaliser nos traumatismes parce qu'on est tous des humains et qu'on vit tous des traumatismes et que ces traumatismes sont souvent pas les mêmes, mais peuvent être similaires ou en tout cas peuvent entraîner des comportements similaires. Donc voilà, donc je suis pas hyper à l'aise, mais bon, je me laisse l'opportunité, je me laisse l'espace et le temps pour être awkward, donc bizarre, et pour pas utiliser forcément les bons termes. Et voilà, déjà il y a le courage de le faire et c'est déjà pas mal. Donc on va parler de traumatisme comme je te disais, et avant d'aller dans le vif du sujet, enfin dire de mon histoire que je souhaite partager, je voudrais te donner un petit peu plus d'informations sur les traumas, qui est un sujet qui me passionne. Je t'ai sûrement déjà parlé du livre The Body Keeps the Score, le livre N'oublie rien, et c'est un livre en fait qui parle de l'impact des traumatismes dans le corps, et je pense même plus loin, l'impact des émotions non digérées dans le corps. Donc une émotion, c'est vraiment une énergie in motion, émotion. Donc une énergie qui n'est pas censée rester, qui est pas censée stagner, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui doit venir te traverser plus ou moins longtemps et ensuite partir. C'est une information, une émotion. Si t'es en colère, si t'es triste, si t'es joyeuse, c'est une information par rapport à un besoin qui a été rempli ou un besoin qui n'a pas été rempli. Et donc voilà. Et donc quand ces émotions ne sont pas exprimées, comme dans la société dans laquelle on est, on n'exprime pas toujours nos émotions parce que je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, mais c'est pas le titre du podcast. Ces émotions-là, elles trouvent de la place dans notre corps, tout simplement. Elles viennent se loger dans des endroits, dans nos articulations, dans notre dos, dans notre hanche, dans notre cou, dans notre machin, etc. Et il me semble que c'est 95% des maladies qu'on a aujourd'hui qui sont des maladies qui sont liées au stress. Au stress. Tu vois, cette énergie, en fait, de peur, d'insécurité. Et pour revenir à l'insécurité, la définition du trauma qui est donnée dans ce livre, c'est finalement une expérience qui te rapproche plus ou moins... En fait, tu as une expérience qui te donne l'impression d'être plus ou moins proche de la mort, tu vois. C'est comme si tu avais une forme de... Tu voyais la mort, voilà. Et c'est l'impression, donc ça ne veut pas forcément dire que l'expérience que tu vis
est objectivement une expérience mortelle ou qui peut t'amener à la mort. Mais l'impression que tu as dans ton corps, en termes de perception, c'est ce sentiment finalement d'être proche de la mort d'une certaine manière. Et donc du coup, ça va laisser à l'individu, donc à toi, à moi, à nous, à nos parents, ce sentiment d'être en insécurité dans son propre corps. Être en insécurité dans son propre corps. Comment est-ce qu'on veut être en sécurité dans des relations, dans des entreprises, dans des maisons, si on n'est pas en sécurité dans notre propre corps? It doesn't work. It doesn't work. Donc, et pour moi, la liberté, c'est justement pouvoir créer une vie en se disant, ok, j'ai envie de faire ça, je manifeste, j'ai envie de faire ci, je manifeste. Mais pour ça, il faut aller voir ce qui bloque en fait. C'est quoi la chape de plomb? C'est quoi le boulet que tu as au pied qui est invisible, mais qui te fait avoir une lourdeur à la jambe et qui t'empêche de courir ou de voler si tu le souhaites? Donc ça, c'est la première définition que je trouve assez puissante et en même temps qui en dit long sur la complexité de ce que c'est qu'un trauma. Une autre définition, plutôt une conceptualisation, on va dire, qui a été révélée dans le livre de Oprah Winfrey avec un neuroscientifique, je ne me rappelle plus le nom, mais je m'assurais de mettre toutes les informations dans la barre d'infos, où en fait, ils ont conceptualisé les traumas en deux types. Les traumas avec un grand T, donc ça va être tout ce qui est... guerre, génocide, actes terroristes, catastrophes naturelles, négligence dans l'enfance, abus sexuels, viol, inceste, etc. Donc, qui sont des choses qui sont très, très violentes, qui peuvent être vécues au niveau collectif, mais c'est toujours des expériences qu'on vit, nous, dans nos propres corps. Et puis, il y a les traumatismes avec un petit t, qui sont finalement tous les petits bobos de notre vie, qui sont pas moins importants, hein, et en termes d'impact, pour le coup, quand ce sont des bobos qui sont répétés, comme de la négligence ou comme des humiliations ou du harcèlement scolaire ou professionnel, etc., peuvent l'idée à vraiment... des conséquences dramatiques. Mais voilà, ça va être la rupture amoureuse, la mort de ton chien, le divorce de tes parents, le départ, le déménagement à un moment donné. Enfin bref, toutes ces petites choses qui finalement qui créent notre vie, qui racontent notre vie et qui nous laissent des traces parce qu'on sait pas, surtout entre 0 et 7 ans, cette période de l'enfant intérieur, là, on sait pas trop comment donner sens à tout ça, on n'a pas forcément les outils pour verbaliser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme c'est pas quelque chose qu'on nous apprend particulièrement à l'école, on n'acquiert pas le vocabulaire, on n'acquiert pas l'énergie. Quand je dis énergie, c'est vraiment cette idée de comprendre en fait ce qui fait comment on fonctionne en fait, quels sont les schémas qui se jouent dans nos vies, qui sont des schémas soit vertueux, soit vicieux, des schémas qui se répètent. C'est vraiment quand tu dis ouais, je tombe toujours sur le même genre de meuf par exemple. Bah en fait, bon déjà le dénominateur commun de tout ça c'est toi, on en a parlé dans l'épisode avec Ludivine, mais également ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une énergie qui reste la même. Il y a à un moment donné une croyance, un conditionnement qui fait que tu vas attirer ou que tu vas être attiré par ce type de situation. Alors l'idée, c'est pas de te dire ouais, c'est ta faute, etc. C'est une question de prendre sa responsabilité. Parce que pour le coup, le pouvoir d'être libre, de cette fameuse liberté, qui peut être une illusion d'ailleurs, parce que c'est un truc que tu n'arriveras jamais vraiment à palper, c'est vraiment une sensation, elle ne vient que si tu es en mesure de prendre la responsabilité de ta vie, si tu es en mesure de dire, ok, là en fait, oui, il y a sûrement des circonstances dans lesquelles j'avais pas la main, surtout quand on est enfant, et en même temps, aujourd'hui, à mon âge, comment est-ce que je fais pour faire en sorte de réagir différemment et de ne pas laisser ces circonstances dicter finalement la manière dont je me construis, qui je suis, mon identité, etc. Et une dernière chose par rapport au trauma que je trouve aussi hyper importante et fascinante, c'est que le trauma, tu peux l'avoir vécu, c'est-à-dire que tu peux avoir vécu ce petit ou ce grand trauma, cette expérience directement, tu vois un accident de voiture hyper violent, des choses comme ça, mais tu peux aussi en être témoin. Et là, c'est à ce moment-là que ça me fait remettre en perspective en fait toutes les choses qu'on peut voir. Et on repart toujours sur l'enfant intérieur. Quand on est témoin de scènes qui sont complexes entre des parents, entre des personnes qui prennent soin de nous, quand on voit, quand on entend certaines choses, certaines paroles, certains actes violents, etc. On n'est pas forcément obligé d'être les victimes directes, mais par contre, le fait d'être présent peut créer un traumatisme. Et si on regarde à l'échelle juste collective, ce qu'on vit depuis 2 ans, là, la pandémie, c'est un traumatisme collectif. C'est clairement un traumatisme collectif qui, pour le coup, vu que ça a pris toute la planète en même temps, et c'est, je pense, la première fois que ça arrive vraiment, vraiment à cette échelle, les conséquences vont être à la fois diffuses et subtiles et parfois violentes, avec des taux de dépression, de suicide dans les pays industrialisés notamment qui sont absolument effarants, avec ce sentiment d'être isolé, d'être seul, qui est
D'ailleurs, beaucoup plus violent parfois que certaines maladies. En fait, la solitude peut être peut-être finalement une cause de maladie beaucoup plus violente même qu'une maladie à elle-même, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que ce qu'on vit depuis 2 ans, pour moi, ça a été encore plus un wake-up call, c'est-à-dire ce rappel de la nécessité de prendre soin de ma santé mentale, ce rappel de la nécessité d'apprendre à mieux m'aimer, mieux me comprendre, d'accepter toutes les parts de moi, ombre et lumière, d'être honnête avec moi-même. Donc à la limite, je me donne la possibilité de mentir au monde, mais je me mens pas à moi-même. En tout cas, j'essaye de pas le faire. Ou en tout cas, si je me rends compte que je l'ai fait, voilà, c'est aussi avec beaucoup d'amour, tu vois. L'idée, c'est pas de se flageller parce on fait vraiment du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, avec nos circonstances. À partir de maintenant, là, c'est vraiment l'endroit où je mets le disclaimer parce qu'on va rentrer un peu plus dans l'intimité. Je vais te partager une partie de mon histoire. Je sais pas trop comment ça va sortir. Je sais pas quels sont les termes que je vais utiliser. C'est un petit peu maladroit. C'est la première fois que je le fais. Donc encore une fois, si le sujet te tente, te met mal à l'aise, c'est ok d'arrêter maintenant d'écouter le podcast. Je ne le prendrai pas personnellement. Et si tu as envie d'aller plus loin parce que tu dis qu'il y a quelque chose pour toi, alors go for it. Déjà, la première chose, c'est que j'ai pas hyper bien dormi cette nuit. Ce qui m'arrive rarement. J'ai fait plusieurs cauchemars qui étaient assez répétitifs finalement. C'était le sentiment d'être en insécurité, vraiment d'être en insécurité dans ma propre maison et de pas pouvoir sécuriser les gens autour de moi. Et je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi ça? Et forcément, j'avais décidé d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, donc ça avait du sens que mon inconscient soit en mode Mayday, zone dangereuse. Et en plus de ça, parce que l'univers ne fait rien au hasard, j'ai ce soir avec ma thérapeute un cercle de parole avec des femmes, alors je sais pas si c'est que des femmes ou des hommes, mais qui ont été victimes d'abus, d'attouchements sexuels, etc. Donc je pense que ça fait beaucoup pour une même journée, et en même temps je me dis, tu sais quoi, fuck it, all in. Et donc voilà. Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de Maya Angelou, je pense que ça s'appelle I Know Why the Caged Bird Sings, un truc comme ça, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, Maya Angelou, qui est vraiment pour moi une archétype de grand-mère feuillage, mais version afro, vraiment l'archétype de la sagesse, de la matriarche qui est là, qui te protège, qui a la connaissance, qui a foi en toi. Tu sais, c'est un peu cet archétype un peu divin. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Elle a écrit donc ce livre, et dans ce livre, elle raconte sa vie. Donc c'est une autobiographie, et elle raconte en fait cet épisode dans son enfance. Alors il me semble que c'est entre 0 et 7 ans, je ne sais plus exactement, où je crois que c'était un oncle ou un ami de la famille ou que sais-je qui lui avait fait des attouchements. Je ne sais pas quel est le bon terme, je suis désolée, je suis novice dans ça, mais bref, elle a été victime d'attouchements sexuels à un âge où c'était clairement pas... c'est jamais ok, surtout quand t'es victime, mais particulièrement quand t'es enfant. Et donc en fait, sa famille l'a découvert et donc elle a dit qui c'était, et cet homme a été tué. Et en fait, elle s'est rendue compte à ce moment-là, ça l'a cristallisé, et elle s'est dit en fait que sa parole pouvait tuer, que sa parole était dangereuse. Donc elle a décidé d'arrêter de parler pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ce qui m'avait également marqué dans ce passage, c'est qu'elle expliquait la culpabilité et la honte qu'elle ressentait du fait à la fois de cette situation, mais également du plaisir qu'elle avait ressenti pendant cet acte, tu vois, en tant qu'enfant. Et c'est normal, en fait. On me l'a dit on me l'a expliqué, ma thérapeute m'a expliqué que, en fait, tu peux être dans une situation où il y a un abus, où il y a des attouchements qui ne devraient pas exister, et quand même ressentir du plaisir, ce qui est très paradoxal dans un cerveau d'enfant qui n'est pas totalement constitué encore. Et donc, ouais, ça m'avait vachement marqué, mais j'avais pas trop compris pourquoi, et bon, j'étais en mode ok. Et puis, quelques années après, j'ai écouté un podcast d'une nana qui fait de la psychomagie. Donc la psychomagie, en fait, c'est une forme de guérison en utilisant, en utilisant des actes magiques pour venir réparer finalement des souvenirs traumatiques. C'est un peu comme ça que je le vois, peut-être que c'est pas les bons termes, mais dans l'esprit. Donc par exemple, tu peux rejouer ta vie, enfin ta naissance par exemple, avec des personnes qui sont formées à ça, à la psychomagie, et donc pour te permettre de revivre ça, je pense que tu dois quand même être dans un état un peu hypnotique, et de réécrire ton histoire. Parce que le truc le plus important, c'est que en fait, quand tu as un traumatisme, l'idée c'est que tu as un circuit qui s'est créé entre 2 cellules qui est finalement cette mémoire traumatique-là,
qui est rejoué, qui est réactivé en permanence, alors même que c'est passé, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu fais pour finalement désactiver ça? Tu peux pas l'effacer totalement. Par contre, tu peux créer d'autres chemins qui vont finalement donner plus d'importance, auxquels ton cerveau va donner plus d'importance parce qu'ils vont dire, ok, ça, a priori, elle l'utilise de manière répétée, donc on va délaisser le chemin là, on va utiliser l'autre chemin. C'est pour ça que les affirmations, les habitudes, etc., ça demande des pratiques intentionnelles et répétitives parce que ça se fait pas en un jour, c'est pas une formule magique, c'est pas abracadabra, quoi. Et donc voilà, elle parlait en fait d'une de ses patientes qui avait des problèmes d'obésité et qui voulait, je crois qu'elle voulait comprendre pourquoi, je sais plus exactement, si je retrouve l'épisode, je le remettrai dans la barre d'infos. Et en fait, elle expliquait en fait qu'elle avait compris que elle mangeait parce que le fait de manger, c'était un moyen pour elle de ne pas plus être désirable aux yeux des autres et particulièrement aux yeux des hommes parce qu'elle avait été abusée quand elle avait été petite et donc du coup, pour elle, de manger, c'était une manière de se protéger. Et quand j'ai écouté ça, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée parce que it makes sense quand tu y réfléchis, et ça m'a bouleversée parce que c'est venu, en fait, c'est comme si c'était venu réveiller des souvenirs très profonds, très intimes que j'avais un peu en conscience, mais que je prenais pas trop au sérieux, mais qui, avec le temps et le recul, je me rends compte qu'ils ont vraiment eu un impact significatif sur ma vie, sur qui je suis en fait, sur mes comportements, sur mes addictions, sur mes choix de relations, mes types de partenaires, sur mon anxiété, sur mon sentiment de ne pas être en sécurité en fait. Ouais. En fait, quand j'étais petite, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je suis pas encore à l'aise totalement, mais quand j'étais petite, en fait, j'ai subi des attouchements. De mémoire, et parce que la mémoire est un peu... c'est pas qu'elle est pas fiable, mais c'est juste qu'elle est, elle est modifiée avec le temps, elle est altérée avec le temps, mais je pense que c'était entre 7, 8, 9 ans, un truc comme ça, pas plus. Et en fait, déjà, je laisse un petit peu reposer ça, le fait de l'avoir verbalisé comme ça devant le micro. Mais en fait, ça a été une expérience qui a vraiment changé ma vie, totalement. Je pense que, tu vois, dans l'épisode que j'ai fait sur ma relation toxique, j'avais l'impression pendant longtemps qu'en fait, ça, c'était vraiment la première chose. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que les relations que tu as dans ta vie plus tard, en fait, elles sont juste les conséquences de choses qui se sont arrivées, qui se sont passées quand tu étais plus jeune. Et donc, en fait, tout a vraiment commencé à ce moment-là, je pense, pour moi, honnêtement. Alors, il y a peut-être d'autres choses avant, mais ça, c'est vraiment le truc il y a tellement de sens. Et en fait, j'en ai jamais parlé à personne pendant des années. Pendant des années, je me rappelle une fois être positionnée dans les escaliers à me dire, en fait, je vais peut-être en parler à ma mère, mais non, j'ose pas. Et donc, vraiment avoir ravalé cette espèce de gros poids là, tu vois, le laisser ici au niveau du chakra de la gorge, en mode, je vais pas parler. Et quand je me re-regarde pendant toutes ces années et encore aujourd'hui, et je pense même ce podcast, c'est un moyen pour moi de guérir finalement cette non-verbalisation d'une situation qui était absolument pas normale, qui s'est passée en plus dans ma maison, l'endroit où on est censé être en sécurité, et que je pouvais pas en parler à mes parents. Enfin, que je pouvais pas. J'avais pas le sentiment de pouvoir en parler avec mes parents, parce que honnêtement, avec le recul, je pense que j'aurais pu. Mais c'est juste que je l'ai pas fait. Voilà. Et donc, ouais, en fait, cette expérience, comme j'ai dit, elle a impacté toute ma vie. Elle a impacté, du coup, ma capacité à définir quelles sont mes limites, quelles sont mes barrières, mes boundaries. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Même au niveau de mon corps. Parlons de notre sexualité. J'allais dire, n'en parlons même pas, parce que ça a été pas une catastrophe, je pense pas, mais par rapport à tout ce que je peux écouter, notamment dans le livre là dont je te parle, Le corps n'oublie rien, ça n'a pas du tout été une catastrophe, honnêtement, quand j'écoute les histoires et les tournures que ça a eu, ou l'impact que ça a eu chez ces hommes et chez ces femmes. Je suis bénie, honnêtement. L'idée, c'est pas bien évidemment de faire... c'est pas de comparer les souffrances, c'est pas ça. De dire oui, ça c'est plus grave, moins grave. Mais quand même. Je pense que j'ai quand même grandi dans un foyer avec énormément d'amour et donc du coup, ça m'a permis aussi de me construire différemment. Émotion.
Ouh. Tu vois, c'est une chose de dire qu'il faut laisser les émotions s'exprimer, c'est une autre de les exprimer et d'être OK avec. Donc je maintiens là, on coupe pas, on continue. Mais ouais, je pense que l'environnement dans lequel j'ai vécu m'a quand même protégée, m'a quand même permis en fait de me construire malgré ça. Euh, C'est important pour moi de faire ce podcast parce que c'est pas juste que j'ai envie de raconter ma vie. Et là, pour le coup, on est dans le cœur de l'intime. C'est juste que je sais que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Et quand je vois l'impact que ça a eu dans ma vie, et encore comme je t'ai dit, moi, j'ai l'impression que ça va. Tu vois, par rapport à ce que j'ai pu voir autour de moi, des gens qui ont vécu ce genre de choses-là, en fait, je trouve vraiment que ça va, même si ça laisse des traces. Euh, Parce que je pense qu'il est important qu'on arrête de se taire, en fait, et que le silence ne fait de bien à personne. Euh, c'est pas une vendetta, c'est pas une volonté pour moi d'accuser la personne concernée. C'est un moyen de me libérer, tout simplement. Et j'espère aussi peut-être de te libérer s'il y a quelque chose qui résonne avec toi. De te dire que c'est pas quelque chose qui est normal, que c'est absolument pas tolérable et que personne ne devrait vivre ça. Et que c'est quand même possible de prendre soin de soi, de se construire et d'apprendre à s'aimer et de se libérer en fait des conséquences de ça. Je pense fondamentalement c'est ma conviction et j'ai l'impression d'en être la preuve vivante parce qu'aujourd'hui j'en parle devant un micro quoi. Et surtout que je me sens vraiment alignée et je pense que j'ai jamais été autant amoureuse de moi-même ever avec tout ça. Mais ça me permet de comprendre vraiment tellement de choses qui sont passées dans ma vie. Donc je te parlais du choix des relations toxiques, etc. Où finalement t'es pas en mesure de dire oui, t'es pas en mesure de dire non. Et je pense qu'il y avait une recherche très forte d'attention de la part de... alors je dirais de mon père, je pense, mais je suis même pas certaine que ça soit que ça en fait, parce que mon papa, il a fait ce qu'il peut, tu vois, et ce qui était déjà super génial. Mais je pense que tu vois, ça c'est que des suppositions et c'est ma vérité. Vraiment je veux dire, être noir en France, c'est pas facile, honnêtement. C'est plus profond et plus deep que ce que je pensais, honnêtement. Et alors même que je me sens profondément française et profondément, je veux dire, universelle, tu vois. Le fait d'être différente totalement dans un environnement qui est principalement caucasien, principalement blanc, je pense que ça a eu aussi un impact. Je suis pas certaine, c'est que des suppositions, mais ça résonne vrai. Donc cette recherche de validation, finalement, de dire, ok, moi aussi j'appartiens, moi aussi je suis normale, quoi, tu vois. Euh, donc je pense que oui, c'était lié à une recherche de validation de manière générale, d'avoir besoin de sentir que j'appartiens à quelque chose. Et je pense que c'est toujours quelque chose qui reste en fait. Là, quand je vois mes relations, mes amitiés, les groupes d'amis, etc., souvent, la déception que j'ai, je me dis, mais en fait, j'appartiens toujours pas en fait. J'ai toujours l'impression de un pied dedans, un pied dehors. Euh, mais c'est qu'une impression, entre guillemets, parce que ce que je vis à l'extérieur, c'est parce que je le ressens à l'intérieur et à partir du moment où j'arrive à avoir cette croyance très profonde que j'appartiens au monde, que j'appartiens à l'univers, que j'appartiens même à ma propre vie, à mon propre corps, en fait, les choses, elles se délient, elles se matérialisent. Mais le chemin est un peu difficile. Un peu difficile. Donc, je sais plus trop ce que je disais, mais la peur principale, en fait, par rapport à ce podcast, c'était à la fois de me mettre à nu comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de culpabilité et de honte, finalement, être la victime. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un truc qui t'arrive et en plus, t'as honte et tu te sens coupable que ça t'arrive parce que finalement, c'est ta faute. Tu vois. Et ça, c'est vraiment cette capacité en tant qu'enfant à tout centrer sur nous-mêmes, à dire que le monde tourne autour de nous. Et en réalité, à ce moment-là, c'est le cas. Et donc, de me dire que c'est de ma faute et que le fait que même j'en parle là, pour moi, c'est comme si je trahissais ma famille, en fait, parce que j'amène la honte, tu vois. Alors qu'en réalité, on a tous des histoires, tous des secrets de famille. Et je ne serais pas surprise de savoir d'apprendre que dans ma famille, famille étendue, nucléaire ou autour de moi, en fait,
que ça soit arrivé à d'autres personnes. Les chiffres sont assez effarants, vraiment effarants. J'essaierai de les retrouver pour les mettre à l'écrit, mais ils sont effarants en fait. Et donc, ouais, il y a cette peur-là, cette peur de trahir, cette peur de jeter l'opprobre. Ça, c'est l'expression qu'on utilise en français. Jeter l'opprobre. Mais cette peur, ouais, d'amener la honte, en fait, sur la famille. Et en fait, je me dis, mais c'est quel genre de famille qui n'accepterait pas le fait que tu parles de ta vérité, tu vois ? Est-ce que c'est une famille à laquelle tu as envie d'appartenir ? Et quand je dis ça, je parle pas de ma famille en particulier. C'est vraiment... tu vois, c'est un peu des fantasmes, quoi. C'est sur, ah, voilà ce que ça va faire, voilà. Alors qu'en réalité, je pense que même les gens avec lesquels je parle pas, avec lesquels c'est très froid, enfin, j'ose espérer que c'est OK, même si, et si c'est pas le cas, c'est OK aussi. Parce que finalement, c'est mon histoire, c'est ma vie, et que comme je connais le pouvoir, finalement, du transgénérationnel, de ces histoires qui se répètent de génération en génération, je sais au plus profond de moi que ça arrivait avant moi. Et je me dis comment faire pour enrayer ça. Et ben déjà, on va enlever le silence, on va parler, on va partager l'information et on va oser se montrer au monde avec ça et se dire que ben voilà, malgré ça ou avec ça ou grâce à ça, je ne sais pas, je suis quand même assez. C'est peut-être un peu décousu comme épisode, mais à la limite, c'est pas grave. Ce que je voulais te dire également, c'est que en fait, le traumatisme, de manière générale, du coup, comme je te disais, ça a un impact sur beaucoup de choses. Pour que tu captes un petit peu les choses, ce que j'ai capté, que ça avait comme impact chez moi, tu vois, cette expérience-là. Donc, je t'avais dit, les relations, je pense au niveau de la sexualité, bien évidemment, enfin, ça a un impact fondamental sur définir quels sont ce qui est OK, ce qui est pas OK, que tu peux dire oui, que tu peux dire non. Sur mon alimentation, en fait, je pense que j'ai compensé, en fait, j'ai mangé de manière... tu vois, j'avais pas des crises de boulimie, c'est un peu fort le terme, quoique si peut-être, où j'allais manger énormément de sucre, parce que le sucre, pour moi, c'était lié à un sentiment de sécurité, d'amour, etc. Et maintenant, quand je me rends compte que c'est de la dopamine pure qui est injectée et que c'est un moment de récompense et tout, ça a du sens. Donc, j'ai pendant des années compensé toutes les émotions que j'avais du mal à processer ou toutes les situations qui étaient difficiles par de la nourriture. Donc manger, juste manger. Pas en énorme quantité, mais de manière compulsive, carrément. Je pense que le rapport à mon corps aussi, je pense que ça a joué. Et comme je te disais, la recherche de validation extérieure. Voilà. Et donc d'être prête à tout pour recevoir la validation extérieure. Parce que je pense que j'étais un petit peu jeune pour me donner cette validation à l'intérieur de moi-même. Et que même aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprends à faire et de me dire, OK, en fait, tu es assez, tu es assez, tu n'as besoin de rien d'autre. Et ta valeur n'est pas définie par l'action. C'est-à-dire que c'est vraiment se rappeler que l'être est supérieur au faire. L'être est supérieur au faire. Donc, qui tu es est suffisant. Tout ce que tu vas faire en plus, c'est bonus. Tu vois, t'es pas obligé de prouver en permanence finalement que tu as ta place, que tu as ta place en tant que petite fille noire dans une école blanche, que tu as ta place dans une famille, que tu as ta place, que sais-je. Et donc d'accepter de devenir n'importe qui d'autre parce que tu as peur d'être toi-même. Et je pense également que ça m'a apporté... Je pense que enfin, je sais pas si je me dis, tu vois, ce que ça m'a apporté de bénéfique après, hein, c'est-à-dire que quand tu te rends compte que tu peux réagir différemment, c'est, je pense, vraiment comprendre et vraiment, vraiment aller communiquer avec ma petite fille à l'intérieur pour lui donner la sécurité dont elle a besoin, être hyper à l'écoute. Donc quand je sens que ça va pas bien, qu'il y a quelque chose qui me gêne, qui me tracasse, qui me contrarie, en fait, d'être à l'écoute, de laisser exprimer, de pleurer si c'est nécessaire, de faire la place et en même temps d'être beaucoup, beaucoup plus à l'écoute des enfants de manière générale, de vraiment les regarder comme ces êtres en miniature, en devenir, qui sont vraiment le futur et qui ont besoin d'énormément d'amour et d'attention. Et si je peux pas leur donner ça 24 heures sur 24, je suis jamais 24 heures sur 24 avec des enfants, mais en tout cas pour mes futurs enfants, de leur donner les outils pour qu'ils comprennent en fait que mon inattention n'est pas égale à du non-amour. Et enfin voilà, c'est toutes ces choses-là en fait. Je pense qu'aujourd'hui, cette histoire-là, elle fait partie de mon super pouvoir parce qu'elle m'a poussée aussi à avoir toutes ces expériences-là également, mais
mais à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi. Et donc, du coup, d'essayer de lire et de comprendre un maximum de personnes autour de moi pour comprendre pourquoi est-ce que les relations qu'on avait étaient telles qu'on avait. Pour me rappeler finalement qu'il n'y a personne qui est parfait, qu'on fait tous du mieux qu'on peut, et parfois c'est difficile, et parfois il y a des circonstances, et il y a souvent des histoires dont on n'a pas conscience que les gens ont vécu, qui peuvent expliquer, pas forcément excuser, mais expliquer les comportements qu'ils ont aujourd'hui. Dans le livre Le corps n'oublie rien, il explique que la plupart des personnes qui sont incarcérées ou en hôpital psychiatrique, ce sont des personnes qui ont vécu des situations d'abus, alors soit sexuelles, soit de violence pendant leur enfance. Donc tu vois, ça en dit loin sur l'impact que ça peut avoir sur notre société. Et dans nos communautés, quand je dis nos communautés, les communautés racisées, c'est vraiment finalement, en plus de tous les traumatismes qu'il peut y avoir qui sont liés à notre arbre généalogique, à notre histoire, etc., et qui peuvent aussi entraîner ce type de comportement au niveau et à l'échelle des familles, parce que quand tu as vécu des choses innommables dans l'histoire d'un pays ou d'une communauté, d'une tribu, en parlant d'un génocide, c'est normal que quand tu rentres à la maison, ça aille pas, que tu utilises l'alcool ou les substances, ou que tu sois violent physiquement, verbalement, psychologiquement ou quoi. Normal, entre guillemets, ça a du sens que ça se décline comme ça, parce que, encore une fois, les émotions doivent être exprimées, et quand on ne nous laisse pas la place de nous exprimer, alors dans ce cas-là, elles trouvent un moyen de le faire autrement, et elles se logent dans notre corps, et elles se logent dans nos rêves, elles se logent dans nos esprits, et elles viennent dans nos comportements, et elles nous font avoir des comportements qui peuvent être des comportements destructeurs pour nous et pour les gens autour de nous. Je pense qu'être parent, c'est une grosse responsabilité. C'est une responsabilité que j'ai pas aujourd'hui. Donc là, je peux faire que de la théorie. Je sais pas ce que c'est que d'enfanter. Je sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Enfin, si, je sais ce que c'est que d'avoir un enfant, parce que j'ai ma petite fille que j'essaye de gérer au quotidien. Donc je suis devenue parent dans ce sens-là. Bien évidemment, il y a la théorie et la pratique. Et je sais que quand j'accoucherai, quand j'enfanterai, je me prendrai une grosse claque dans ma tronche. Et ça fait partie du jeu. Mais du coup, la responsabilité, elle est à la fois de prendre soin du mieux qu'on peut de l'enfant qu'on a décidé d'enfanter, mais également de prendre soin de nous l'adulte que nous sommes, et l'enfant que nous sommes à l'intérieur, parce que toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, même si on a 30, 40, 50, 60, 20 ans, même 100 ans, bah à l'intérieur, la plupart du temps, c'est un petit enfant entre 0, 7, 8, 9 ans qui est à l'intérieur, qui a peur, qui a des croyances bien spécifiques, qui a des conditionnements qui lui font avoir des actions qui sont parfois géniales, parfois qui sont absolument destructrices pour lui et pour son environnement. Donc, quand on dit que les enfants sont le futur, je pense qu'il y a plusieurs layers, il y a plusieurs couches à cette phrase, et que du coup, il s'agit aussi de prendre soin de nos enfants à l'intérieur de nous. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est tout. Je me sens déjà un peu plus légère d'avoir osé faire ça. Si jamais c'est un sujet qui te touche et qu'à un moment donné, ça résonne avec toi, sache que t'es pas seule, que t'es pas toute seule, t'es pas tout seul. Je parle aux femmes et je parle également aux hommes, parce que malheureusement, ce type d'abus-là, il ne discrimine ni en sexe, ni en origine, ni en classe sociale. Et que là où parfois on pense chercher le prédateur à l'extérieur, bah, il est parfois à l'intérieur même de nos cercles proches. Donc sache que t'es pas seul, sache que tu peux vraiment, vraiment, vraiment devenir finalement l'adulte dont tu aurais eu besoin à ce moment-là. Et encore une fois, ça n'enlève rien à tout l'amour que tu as pu recevoir dans ton enfance par ta famille, etc. Mais c'est juste de prendre la responsabilité de ta vie pour faire de cette histoire, pour continuer à écrire cette histoire, mais d'une manière plus positive. Et également, il y a des moyens de se faire soutenir, soit avec des thérapeutes qui sont spécialisés sur le sujet. Ma thérapeute, comme de par hasard, elle est spécialisée dans le sujet. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais voilà, on ne sait pas. Il y avait une rencontre qui se devait faire. Soit, en tout cas, il y a possibilité d'en parler autour de toi. Alors, l'idée, c'est vraiment d'en parler avec des personnes où tu sais qu'elles auront cette oreille attentive, parce que la difficulté qu'on peut recevoir aussi, et ce qui fait qu'on ne va pas s'exprimer, c'est que parfois, on est tellement dans des systèmes qui bloquent la parole, par peur, par traumatisme, par habitude, par loyauté envers les ancêtres, par plein de raisons qui peuvent être compréhensibles, mais parfois pas toujours évidentes. Et donc, du coup, on peut être justement accusé à tort alors qu'on est la victime. Donc, même si c'est quelque chose qui est arrivé ou qui t'arrive, sache que ce n'est pas le cas. Ça n'est qu'une, entre guillemets, perception. Ça te donne une information sur le niveau de conscience, ou parfois peut-être le niveau de trauma de la personne à qui tu t'es confié.
Je mettrai dans la barre d'infos si je trouve des sites d'aide aux personnes qui sont victimes d'abus sexuels, d'inceste également. Et voilà, je voulais juste te remercier pour ta présence, pour ton attention, pour ton amour, parce que finalement l'attention c'est un peu ça. Comme tu sais, l'épisode est disponible sur YouTube, Spotify, iTunes, YouTube en version vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin et que l'idée de travailler sur ton enfant intérieur t'intéresse, alors sache que j'ai créé un carnet initiatique qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Et l'objectif notamment, c'est de t'aider justement à reconnecter, à prendre soin et à connaître cet enfant intérieur pour qu'il devienne vraiment, ou qu'elle devienne vraiment ton allié, ta best friend ever. Et pour qu'ensemble, vous marchiez vraiment main dans la main, tu vois, pour créer un monde plein de couleurs, d'unicornes, d'arc-en-ciel, etc. Parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui est possible. Bien évidemment, ces arcs-en-ciel et cette lumière, elle vient aussi parce que les ombres existent, donc on n'est pas dans la toxicité positive, dans la positivité toxique, pardon, mais on est vraiment dans cette idée que des cendres peuvent renaître, avec les cendres, on peut construire des mondes incroyables, tu vois, où il fait bon d'être et dans lesquels on se sent surtout en sécurité. Donc merci infiniment pour ton attention. Si tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin, je t'invite bien évidemment à laisser 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify ou à laisser un petit commentaire sur YouTube. Ça me fait toujours du bien de savoir que il y a des gens qui écoutent et qui se manifestent. Et quant à moi, mon aventure continue. Elle continue dans ce chemin de guérison, de compréhension, d'authenticité, d'accepter qui je suis et de plus m'excuser pour qui je suis. Et elle continue également dans mon chemin de service et de dévotion de manière générale à l'univers, parce que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidée, tu vois, de me dire que j'étais assez de facto parce que j'existais, et de service pour aider ceux et celles qui veulent à aller plus loin, à se sentir mieux. C'est des initiations, je pense pas avoir toutes les réponses, je pense que c'est juste ma lecture de mon expérience, et que c'est quand on arrive à verbaliser en fait toutes nos histoires qu'on arrive à créer quelque chose peut-être de différent et quelque chose dans lequel on se sent appartenir. C'est hyper important. Merci infiniment d'avoir écouté ce dernier épisode, regardé ce dernier épisode d'Amulette Podcast. Ce fut un épisode assez intense, donc j'ai décidé de faire une petite pause de 2 semaines. Je vais en profiter pour prendre des vacances parce que j'en ai vraiment besoin. Et donc le podcast Amulette va revenir le 11 mars avec un nouvel épisode et je serai accompagnée de l'incroyable Francesca Thaïs où on va parler de la création du matrimoine. Donc on va parler money. Voilà, je sais pas ce que c'était que cet accent, but anyway, on se dit à la semaine prochaine. Merci infiniment pour votre écoute. Ah oui, et une chose quand même hyper importante, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur iTunes et surtout à mettre un commentaire et un like, je sais pas comment on dit, like, subscribe et tout ça sur YouTube parce que l'algorithme, tout ça, tu connais. Merci infiniment et à très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast. Un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.